1, 2, 3, fight! You win! Bonjour tout le monde, je vais vous parler de la Beatbox, qui est une petite console de jeu simple que j'ai voulu réaliser de zéro. Donc qui je suis? Je m'appelle Xavier, je suis développeur chez Orange. Quand j'ai démarré le projet, je développais sur des systèmes Big Data, donc j'avais envie de faire des choses un peu plus petites. Maintenant je suis plutôt dans l'embarqué et bien sûr ce projet-là c'est un projet perso. J'aime bien tout ce qui est lié aux ordinateurs, le rétro gaming et puis différentes activités. Et puis je développe et je bidouille depuis 20 ans à peu près en exa, je suis vieux. Le rétro gaming et les gros pixels, bon, à l'époque on savait faire des jeux qui étaient simples, qui étaient fun, pas tous. On voit 3 exemples de jeux qui sont un peu énervants, un peu pas terribles. En fait, il y en avait pas mal de biens, et puis j'aime bien bidouiller l'électronique aussi. J'aime bien faire des optimisations bas niveau, passer un peu de temps sur des optimisations qui servent à rien. Donc du coup, faire soi-même, ça veut dire faire des choses qui sont en électronique, pas forcément au niveau de ce qu'on peut trouver dans un ordinateur ou ce qu'on peut trouver dans un... qui vont plutôt un peu plus lentement, mais ça tombe bien parce que ça s'arrange bien avec du rétro gaming, on peut faire des choses aussi sympas. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire une console de jeu. Alors, les vieux jeux, on peut avoir plusieurs aspects, on peut avoir plusieurs approches, on peut partir sur des vieilles consoles elles-mêmes. Le problème, c'est qu'elles peuvent être difficiles à trouver, parce que vieilles, difficiles à brancher. Pour arriver à brancher une vieille console sur un port HDMI, ça peut être un peu compliqué. Essayer de travailler avec des émulateurs, c'est bien, mais c'est pas exactement le... On ne touche pas à la vraie console. Et puis il y a des émulateurs hardware. Alors là, c'est des émulateurs, il y a énormément de matière grise qui sont presque parfois dépensées à essayer d'émuler les bugs hardware et les difficultés hardware de la console. Donc bon, c'est bien, mais... puis en plus, c'est trop compliqué pour moi. Mais les vieilles consoles ont été complètement désossées. On les comprend au transistor près maintenant. C'est très bien. D'un autre côté, ce qui m'intéressait aussi, c'était que ce qui était drôle, le jeu, c'est aussi de fabriquer quelque chose, de créer quelque chose, et puis de coder comme avant, c'est-à-dire pas forcément de tests, pas forcément d'aspect de sécurité, on réutilise, on fait tout from scratch, etc. Ce projet, c'est un peu un gros not invented, et on fait tout from scratch, et puis on essaie de se faire plaisir au fur et à mesure. Alors du coup, je vais vous présenter un peu le projet. D'abord le hardware, comment c'est venu. Les couches software, un peu plus bas niveau, et puis après différents projets que j'ai fait, qu'on a fait sur cette console, parce que maintenant on est plusieurs, il y a eu plusieurs contributeurs sur ce petit projet. Le but donc, c'était de faire une console complète from scratch, avec une seule puce. Grand public, qu'on puisse trouver au coin de la rue ou en commandant sur Internet, mais qu'on ne soit pas obligé de commander par 1 million pour pouvoir être écouté de la part du constructeur. Pas de FPGA, parce que les FPGA, c'est plus compliqué. Si on veut un FPGA, en général, il faut des puces en plus pour aller avec, ne serait-ce que pour stocker de la mémoire, pour avoir un processeur, ou alors il faut le mettre dans le FPGA. Bon, je n'avais pas trop le temps d'inventer un processeur non plus. Voilà, le plus simple possible. Puis en plus, les FPGA, c'est souvent compliqué à souder, il y a plein de pattes, etc. Et puis, il y a moyen de faire plus simple. Alors, très bien, donc le moins cher possible, réplicable par à peu près n'importe qui avec un fer à souder dans sa cave, mais quand même avec des interfaces un peu modernes. Alors, je dis moderne, c'est-à-dire qu'il peut se brancher simplement à un écran type VGA, par exemple, sur des manettes qu'on peut trouver dans le commerce assez simplement sans faire les marchés aux puces, etc. Et puis, simple à fabriquer, c'est-à-dire, un circuit imprimé, donc la plaque, qu'on puisse commander simplement, voire qu'on puisse faire soi-même dans n'importe quel labo assez simple, réalisable à peu près par un individu dans sa cave. Et puis tout soudé à la main, donc typiquement des types de puces qu'on appelle BGA avec des centaines de trucs. Oui, c'est soudable par 2 personnes sur YouTube éventuellement, mais les humains normaux ne savent pas faire ça. Alors, quel type de console on va viser? Plutôt 16 bits parce que voilà, c'est des jeux des années 90 qui sont plutôt pas mal. Je vais vous montrer là à gauche des sprites plutôt, des consoles 8 bits, donc allez, années 80 à peu près. À droite, années 90, c'est de la 2D. C'est des gros pixels, mais c'est coloré.
Je visais plutôt une sortie écran sur une télé, une console de salon plutôt qu'une console sur un LCD, c'était plutôt ce que je visais, le plus simple possible toujours, et puis bien sûr, tout en open source, tout est ouvert, autrement dit, aucun blob binaire, bien sûr. La première instruction qui va démarrer sur la manette, il faut l'avoir codée soi-même, parce que sinon c'est pas drôle. Bien sûr, tous les schémas de construction, de conception, etc., le tout doit être visible et réplicable sur Internet. Alors ensuite, quel type de console prendre? Alors on va essayer de trouver pile à peu près la bonne console. Si on prend une PS4, c'est 8 cœurs, 1,6 GHz, 8 Go de RAM, 500 Go, plus un Blu-ray, etc. Degré d'ouverture, 0. DRM partout, bon, ça a été un peu craqué, mais c'est pas légal, etc. Ça reste compliqué. Un Raspberry Pi, c'est pas mal un Raspberry Pi, mais en fait c'est très puissant. Le dernier Raspberry Pi 3, il y a un quad-core à 64 bits, 1,4 GHz, 1 Go de RAM. En fait, c'est un petit PC, c'est aussi complexe qu'un petit PC, il faut un OS. Coder du bare metal là-dessus, donc vraiment from scratch, c'est très compliqué. Et en plus, il faut un blob pour pouvoir accéder au driver vidéo. Du coup, c'est pas possible. Alors du coup, j'ai commencé par faire une première console avec un microcontrôleur super simple, AT-Tiny, donc c'est le niveau en dessous de ce qu'il y a sur un Arduino, c'est encore en dessous. Ça va à 16 MHz, ça les MHz, c'est assez facile maintenant, ça en faire bien. Il y a 128 octets de RAM et 2 kg de flash. Donc là, c'est petit. On arrive à une résolution de 80 pixels par 40 et on peut faire à peu près 15 jeux dessus, c'est Pong. Plus, c'est trop compliqué. Donc bon, c'est bien, mais c'est un peu limité. Alors on retrouve un peu la NES. La NES, c'est quoi? C'est un processeur à 2 MHz, 2 kg de RAM, des cartouches de 32 kg pour Mario à 1024 pour Zelda, donc 1 méga. Et puis une sortie télé, donc 256 pixels, de gros pixels, bon très bien. Une puce pour faire des tiles et des sprites, je reviendrai sur ce que c'est après. Niveau ouverture, c'est complètement connu, on connaît au transistor près comment on marche. Par contre, c'est vieux. Pour retrouver les puces, c'est compliqué. Il y a certaines puces que vous ne pouvez pas retrouver dans le commerce, il faut désosser des anciennes consoles ou retrouver des stocks anciens. Puis c'est pas forcément légal, et en plus c'est compliqué de faire une cartouche pour une NES, il y en a qui le font, mais bon, pour le coup, il faut quand même arriver à manufacturer ça ou acheter une cartouche particulière, c'est un peu compliqué. Alors, il y a quelqu'un qui a fait une console 8 bits à partir d'un Arduino, grosso modo, qui fait 4 kg de RAM, 64 kg de flash, donc on retrouve à peu près la même taille de mémoire. Par contre, il va beaucoup plus vite. Pourquoi ça va beaucoup plus vite? Parce qu'en fait, on va émuler en software toute la génération vidéo. Toute la génération vidéo, en gros, est générée en temps réel, donc du coup, ça prend des mégahertz. Donc, on retrouve sinon à peu près les mêmes types. Et alors, par contre, niveau d'ouverture, c'est complètement ouvert. Très bien, moi je visais plutôt du 16 bits, donc si on prend une Super NES, un processeur du coup 16 bits qui est un peu plus rapide mais pas tellement. Par contre 192 K de RAM, on commence déjà à avoir un petit peu plus de place, des cartouches un peu plus grosses et puis une sortie qui a plus de couleurs mais qui est limitée par la résolution de la télé. Pareil au niveau d'ouverture qu'une NES, c'est bien connu mais ça reste quand même du matériel qui à la base est quand même propriétaire. Donc du coup en partant de là, j'ai trouvé à peu près que la Bitbox on pouvait prendre un microcontrôleur à une centaine de mégahertz pour pouvoir émuler la sortie logicielle, pour créer du logiciel la sortie vidéo. De la RAM, à peu près 200 kg, ça tombe bien. On a 1 méga de flash à l'intérieur. C'est des microcontrôleurs qui coûtent quelques euros, que vous allez retrouver dans, je sais pas, dans une souris, quoi, typiquement, enfin un peu plus. Enfin, c'est vraiment un microcontrôleur qui n'est pas du tout fait pour sortir de la vidéo, qui est vraiment fait pour exécuter des programmes dans l'embarqué, mais vraiment à très bas niveau. On peut y adjoindre parfois des coprocesseurs vidéo si on veut sortir de la vidéo ou bien un écran LCD, mais à la base, c'est pas fait pour ça. Du coup, on va le faire. Et puis, on va sortir sur une sortie VGA, parce que le VGA, c'est simple, il y en a à peu près partout, bon, sauf ici, je ne peux pas faire la démo, mais on trouve quand même pas mal encore d'éléments qui acceptent de rentrer du VGA sur les télés, sur les rétroprojecteurs, donc ça va. Et puis du coup, niveau ouverture, on va tout ouvrir, donc c'est parfait. Au niveau du hardware, qu'est-ce qu'il y a dans une console en fait? On va avoir un CPU pour exécuter le jeu. On va avoir de la RAM, très peu on a vu avant. Pourquoi? Parce que tout ce qui est graphique, tout ce qui est programme, c'est dans les ROM, c'est dans les cartouches. Donc du coup, dans la RAM, vous avez que les objets en mémoire. Le score, le nombre d'ennemis, où ils sont, où on en est dans le jeu, etc. Tout le reste, c'est stocké en ROM. Donc il y a besoin de peu de RAM, au fait, au final. La ROM elle-même va contenir les programmes, les images, les sprites, les sons, ce genre de choses-là. On a besoin d'une sortie vidéo, bien sûr. On a besoin d'une sortie son. On a besoin de périphériques
d'entrée, des gamepads par exemple, et puis de quoi transférer les jeux à l'intérieur. Donc typiquement dans les consoles NES ou Sega ou toutes les autres consoles, c'était des ROM, c'était des cartouches, autrement dit la ROM sert aussi à transférer le jeu et pouvoir changer de jeu. On change la ROM. Pour un microcontrôleur, qu'est-ce qu'on va prendre? Et du coup, j'ai pris un microcontrôleur, donc j'en ai parlé un petit peu, un ARM Cortex-M qui est un truc ultra répandu, dont il y a des compilateurs à peu près sur toutes les plateformes, qui est une génération assez récente, mais qui est assez peu puissant au final et qu'on peut retrouver dans des packages qui sont simples à souder. Il existe aussi des boards de prototypage qui sont pas chers, donc du coup, on peut acheter pour une vingtaine d'euros une board toute montée, donc déjà, on a quelque chose qui fonctionne à partir duquel essayer de bidouiller des choses, et puis après on va faire une board particulière. On a des interfaces de debug, il existe des toolchains, des compilateurs, etc., qui ne sont pas libres, mais il y a aussi GCC, donc tout va bien. On va pouvoir prendre ce type de microcontrôleur qui coûte du coup à peu près 5 euros. Le but c'était d'être pas cher, parce que ça ne vaut pas le coup si on a quelque chose qui commence à coûter 20 euros. Un Raspberry Pi c'est 35 euros ou quelques euros pour un Raspberry Pi 0, donc il fallait quand même que ça soutienne un peu la comparaison. Alors voilà à peu près, du coup, quand on va rentrer dans le détail de ce qu'il y a dans un microcontrôleur, ça c'est la liste des fonctionnalités qui sont présentes. C'est décrit dans un document simple d'1 millier de pages à peu près, plus une datasheet de 200 pages, plus un manuel de programmation d'1 millier de pages aussi, ça va. Plus simplement, on a à l'intérieur d'un microcontrôleur le cœur, un cœur ARM Cortex M4, une puce ARM, grosso modo, qui va nous servir de CPU et qui va nous servir aussi à synthétiser le signal vidéo. Donc on met tout ça dans la même, une seule puce. Ça contient de la RAM, très bien, et puis de la flash, dont on va se servir pour la ROM, très bien. Des GPIO, ce qu'on appelle une GPIO, tout simplement, c'est des pattes qui servent à peu près à tout, c'est General Purpose I/O, qui sont capables de sortir à 25 MHz, donc de commuter entre 0 et 3,3 V. Quand on écrit sur un octet en mémoire, enfin un mot en mémoire 1,1, ça sort 3 volts, et si on écrit un bit à 0, ça sort 0 volts. Voilà, très bien. Et le programme va écrire à cet endroit-là 1, 0, un mot complet, et on va pouvoir piloter les pattes du microcontrôleur. On peut les faire bouger à 25 MHz, mais il faut aller vite, parce que le microcontrôleur il va à 168, donc si on divise, ça fait à peu près 7 cycles d'horloge. Un peu moins d'instructions que ça, donc charger simplement depuis la mémoire, ça va vous prendre 1 ou 2 cycles d'horloge. Écrire dans ce port, ça vous prend déjà 1 ou 2 cycles d'horloge, il vous en reste 3 pour tout le reste. 3 cycles d'horloge, donc à peu près 1 ou 2 instructions par pixel, parce qu'on va sortir à 25 MHz les pixels, pour générer tout le jeu. Il faut un peu optimiser. On a un DMA. Un DMA, c'est un sous-composant, c'est une espèce de mini microcontrôleur qui sait faire qu'un truc, c'est copier les éléments de la mémoire vers un autre élément de la mémoire. Donc du coup, on va pouvoir s'arranger pour le faire, pour dégager les tâches de copie à ce DMA. On a des timers. Un timer, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui compte à une certaine vitesse. On lui met un nombre. Quand il arrive à 0, il envoie une notification au microcontrôleur et il recommence au nombre qu'on avait mis au début. Ça peut être pratique parce que c'est ultra précis. On ne va pas faire des compteurs en soft, parce que là, pour le coup, on n'est pas forcément toujours très précis. On va pouvoir faire des compteurs automatiques en servant du hardware. C'est tout simple. On a un convertisseur numérique analogique. On va voir tout à l'heure qu'on va s'en servir pour l'audio, simplement. On écrit un nombre, il sort un signal entre 0 et 3 volts, par exemple. Et puis, du coup, on va pouvoir sortir des samples audio au fur et à mesure par là-dessus. On a de l'USB et du SD-IO, donc pour brancher une carte SD. Attention, là, c'est simplement les interfaces électriques. Tout le protocole, tous les drivers, tout ça, il va falloir l'écrire. Simplement, on peut communiquer avec de l'USB, les signaux sont là, et puis SD-IO. On a aussi tout un tas d'autres éléments, d'autres interfaces dont on ne va pas se servir pour l'instant. Et puis des horloges, il y a plein d'horloges différentes qui dépendent les unes des autres, qu'il va falloir configurer, mais qui sont générées par le microcontrôleur. Voilà tout ce qu'on trouve dans un microcontrôleur dont on va se servir. Alors pour générer du signal vidéo, un signal vidéo noir et blanc, c'est tout simple. Ça date des années 50, des débuts de la télé, et le principe est à peu près toujours le même, y compris pour les écrans LCD qui n'ont plus rien à voir, qui n'ont plus de rayon cathodique, mais ça marche toujours un peu pareil. On a un rayon lumineux, un faisceau d'électrons, qui démarre en haut à gauche, qui scanne vers la droite et qui, s'il est plus ou moins fort, va allumer plus ou moins les pixels de la télé. Une fois arrivé à droite, on émet un petit signal qui dit « retourne à gauche ».
ligne suivante, etc., dans le temps. Et quand on est en bas, on envoie un autre signal qui dit remonte à 0. Voilà ce qui sort d'une prise qui va alimenter à peu près tous les écrans analogiques, selon diverses façons. Donc on voit là, par exemple, à l'écran, on a une forme d'onde qui correspond à une ligne. Le petit pic vers le bas dit tu retournes à gauche. Ensuite, on se balade entre le blanc et le noir. Et après, on recommence, tu retournes à gauche, tu retournes à gauche, tu retournes à gauche. Donc en fait, on déroule une image en un signal temporel à une dimension. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer ce signal en crachant des octets sur le mot, contrôler les pattes du microcontrôleur pour aller envoyer au fur et à mesure les différentes valeurs de signal pour générer une image. On voit bien que si on se trompe de 7 cycles d'horloge, ça fait donc quelques microsecondes, 7 cycles d'horloge, voilà. Si on a une instruction de trop ou de pas assez, le pixel d'en dessous, il va arriver un peu plus tard, donc il va être décalé vers la droite. Donc l'image, elle va être toute bizarre si on n'est pas pile carré au centième de millionième de seconde près. Pour la couleur, du coup, comment on fait? On met 3 signaux, un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu. Et sur le VGA, il y a 5 fils utiles sur un VGA plus la masse, un pour le rouge, un pour le vert, un pour le bleu, un pour la synchro horizontale qui dit au rayon tu retournes à gauche, et un pour la synchro verticale qui dit au rayon maintenant tu vas en haut. Ces 5 fils-là, même si derrière ça n'a plus rien à voir sur un écran LCD, c'est toujours comme ça que c'est généré sur un écran VGA. 5 pattes qui sont modulées dans le temps avec des signaux. Ça, c'est vrai pour le VGA, c'est vrai pour les entrées composants de la télé, pour d'autres entrées sur lesquelles on met la synchro sur le vert, je crois. Pour ce qui est PAL SECAM, c'est autre chose, on met tout dans le même fil, c'est beaucoup plus compliqué, et comme tout est dans le même film, tout est un peu mélangé, et du coup, c'est un peu pas terrible. Donc, du coup, la meilleure qualité, le meilleur rapport entre la qualité et la simplicité, par exemple, là, c'était de sortir sur du VGA. Donc, dans le temps, comment on va faire? On va générer ligne par ligne, et donc, on a des temps qu'il va falloir respecter. Donc là, on a par exemple 640 octets, plus le backporch, en haut et à droite, qui sont des marges, et puis 96, l'équivalent de 96 pixels de temps pour la synchro horizontale. Ensuite, ligne de dessous, on va répéter ça 480 fois pour avoir une frame, plus des lignes à la fin pour laisser le temps au rayon, même s'il n'y a plus de rayon maintenant, de remonter en haut à gauche, pendant lequel on ne va pas générer de signal vidéo, du coup on a un peu de temps pour faire autre chose. Et du coup, il y en a des timings standards pour le VGA, par exemple 640, 480 à 60 frames par seconde. Une ligne, ça va être 60 fois par seconde, 480 pixels plus 41 de marge, ça nous fait 31 kHz, c'est standard. Et du coup, notre pixel clock, c'est-à-dire on multiplie ça par 800 pixels, 640 plus les marges, ça nous fait 25 MHz. Voilà. Donc ça, c'est une combinaison de timers pour la sortie VGA. Et un écran VGA s'adapte à peu près à plusieurs autres résolutions en fonction du tempo de ce qu'on lui envoie. Donc concrètement, on va prendre notre microcontrôleur, on prend les pattes, on va les brancher quasiment directement sur la sortie VGA, en atténuant plus ou moins certaines pattes pour leur faire contribuer plus ou moins fort et grosso modo faire un convertisseur numérique analogique avec quelques résistances. C'est bien parce que la résistance est rapide. C'est pas très précis forcément, mais ça marche très bien. Et on va connecter 3 signaux, donc 3 fois 5 bits vers la sortie VGA, plus 2 signaux pour la synchronisation, et c'est bon, on a une sortie VGA si on arrive à moduler notre signal comme il faut. On va du coup tester ça, on développe ça, vous voyez, avec des branchements de haute précision sur une carte achetée dans le commerce. On va faire un GPU avec quelques résistances soudées, et au final, c'est bon, on arrive à générer une image. Très bien, content. Maintenant, pour le son, comment on fait? On a des convertisseurs numériques analogiques. Bon, un convertisseur numérique analogique sur ce type de microcontrôleur, ça peut faire varier le signal à 300 kHz. C'est très bien pour du son, ça correspond parfaitement. Donc du coup, on ne va pas s'embêter. On écrit 2 fois un octet en mémoire et ça va nous sortir 2 branches dont le signal va pouvoir varier. Du coup, on met ça sur une sortie ligne quasiment directement et tout va bien. On se retrouve du coup avec le schéma de principe. Je ne sais pas si c'est visible. Oui, tout à fait. Donc, le microcontrôleur au milieu qui sort sur une sortie VGA, qui sort sur le son, une entrée pour aller échanger avec une carte mémoire, une entrée pour aller échanger avec des gamepads, on en met 2, un petit connecteur pour récupérer des ports si on veut bidouiller quand même après derrière, un bouton utilisateur, un bouton reset, une LED pour pouvoir faire en sorte que si ça boot et qu'on arrive à faire tourner un premier programme, même si on n'arrive pas à faire de la vidéo, on arrive à faire clignoter une LED, donc ça déjà c'est pas mal. On branche, comme j'ai dit, les deux éléments vers un jack, on voit ça en bas à droite,
avec quelques petites résistances pour faire un filtre passe-bande. Les autres, ce sont les branchements des connecteurs, donc il n'y a pas vraiment d'intelligence, on branche quasiment les connecteurs directement sur le microcontrôleur. On rajoute de quoi alimenter le microcontrôleur, encore deux LED qui sont directement branchés avec une résistance aux pattes du microcontrôleur, et on a le schéma global de la console. Du coup, une fois qu'on a ça, on prend un logiciel open source ou pas pour router ce type de composants-là. On les met sur une borne, donc on voit ici la borne qui est spécifique, qui est la console, où on retrouve à peu près les composants qu'on a vus tout à l'heure, enfin même exactement, et pas grand-chose de plus. Et à la fin, on fait réaliser le PCB, on le soude à la main, et voilà, on a la console. Donc ça ressemble à ça. Donc c'est soudé à la main, je vous la faire passer si vous voulez, j'en ai deux là. Merci de me les rendre. Voilà, on retrouve la sortie VGA, vous voyez, qui est assez grosse par rapport au reste. Hein. Les connecteurs prennent une grosse place en fait par rapport au total, et on trouve à peu près ce qu'on veut. Donc maintenant c'est bon, on a du hardware, il va falloir faire du software. Parce qu'on a délégué pas mal de choses au software, maintenant il va falloir le faire. Donc un jeu pour la Beatbox, on a vu, c'était en ROM. Donc du coup, comment ça se présente? Voilà, la stack logicielle, c'est celle-là. Prenez votre jeu, vous le compilez, vous le mettez sur le hardware et ça tourne. Il n'y a pas de librairie, il n'y a pas d'OS, il n'y a rien. Donc c'est bien. Comment on programme un microcontrôleur? Le code est dans la flash, il est exécuté sur place, on ne charge rien en mémoire. On a un tableau d'interruption. Le tableau d'interruption, c'est un tableau sur lequel on a des pointeurs de fonctions, en C, ça se programme en C, qui vont être déclenchés, qui vont être appelés quand arrive un événement. Le premier événement, c'est le reset. Si j'appuie sur reset, j'appelle une fonction. Autrement dit, ça veut dire que je programme la première instruction qui va être exécutée. C'est juste un pointeur de fonction quelque part qui, en hard, va lancer le microcontrôleur dessus. Il y en a d'autres. Par exemple, quand arrive un timer, je mets un pointeur de fonction sur l'interruption timer numéro 1 ou timer numéro 8, ou je sais pas quoi. Et donc, on va mettre un timer pour chaque ligne où on va préparer un buffer qu'on va envoyer au DMA qui va sortir sur la ligne. On ne peut pas le faire complètement en software, il faut passer par des timers, etc. pour être complètement calé. Par contre, la génération des pixels, ça, il va falloir le faire, bien sûr, tout en software. Il n'y a pas d'OS, le boot est instantané, évidemment. Hein. La première instruction, c'est votre code. Pour la toolchain, on va utiliser un compilateur ARM. Donc ça, vous êtes sous Ubuntu, vous faites apt install ARM-embedded et vous avez tout. Donc ça, c'est simple, il n'y a pas d'IDE particulière. On peut utiliser make ou d'autres. Il y a un linker qui permet de transformer les objets. Alors, on prend un fichier C, ça génère un point O. Après, on prend les différents points O qui correspondent et puis on les link en un fichier ELF. On utilise un utilitaire qui s'appelle ObjectDump. Tout ça est installé par la commande de tout à l'heure. Et puis, on va générer un fichier binaire. Voilà. Donc, c'est très simple. Ça se fait avec un make de quelques lignes. Et puis, on va pouvoir utiliser GDB parce qu'il y a deux pattes du microcontrôleur qui permettent de poser des points d'arrêt et de voir ce qui se passe, qui est beaucoup plus facile que de débugger avec une LED qui clignote. Au début, il faut le faire pour voir si ça fonctionne, mais après, on peut poser des points d'arrêt, voir ce qui se passe dans la mémoire et exécuter pas à pas. C'est génial quand on a ça. Cette toolchain, elle existe et elle est disponible sous Ubuntu, Windows, Mac et Haiku. On a tout testé, ça fonctionne. Alors du coup, j'ai un peu triché, parce que je dis que vous avez juste à faire votre jeu. Oui, vous avez à faire votre jeu, mais du coup, il faut faire tout ce qui est initialisation de tous les timers et de tous les sous-systèmes à l'intérieur du microcontrôleur, plus initialiser l'arbre des différentes clocks, des différentes horloges, initialiser les différents DMA, initialiser les différents timers, gérer toute la pile USB, c'est-à-dire au bas niveau, tout ce qui est pile protocolaire, plus la reconnaissance des gamepads, etc. Tout ça, il faut le mettre dans votre jeu. Vous avez 1 méga pour tout faire. Plus, si on veut pouvoir lire et écrire depuis une carte SD, il va falloir échanger avec une carte SD. Échanger avec une carte SD, il faut lui dire initialise-toi, démarre dans le bon sens, je veux te lire tel secteur, etc. Puis une fois qu'on a lu un secteur, il faut pouvoir lire le système de fichiers qui est dessus, donc savoir implémenter le format de fichier MS-DOS par exemple, enfin le VFAT qui est... Voilà, donc c'est pas fun pour tout le monde, ça peut être fun pour certains, mais pas toujours. Donc du coup, comment on fait ? Du coup, j'ai créé un certain nombre de librairies qu'on peut utiliser ou pas.
évidemment. Si on veut tout scratcher ou tout refaire, évidemment, tout est disponible et tout est à mettre dans le jeu, donc on fait un peu ce qu'on veut, mais c'est disponible pour gérer, initialiser le VGA et le sortir, l'USB, le son, etc. Et l'initialisation de la borne, ce sont des librairies qu'on appelle. Donc on a une espèce de kernel, une API kernel, qui va interagir avec les différents sous-systèmes. Encore une fois, on n'est pas obligé de l'utiliser, on peut tout scratcher et refaire tout soi-même. Et il y en a qui ont bidouillé le truc et en fait évidemment d'autres. Donc ce sont des drivers bas niveau plus qu'un OS, on n'a pas de gestion de processus, on n'a pas de gestion de la mémoire, hein. La mémoire elle est là, on l'utilise, point. C'est assez simple. Ce sont des librairies qui sont optionnelles et puis on a une interface qui s'appelle bitbox.h. Pas de dépendance, tout est open source et pas d'algorithme spécifique. Le seul truc que va faire cette librairie, c'est de cracher des pixels et de cracher du son. Comment seront organisés les pixels? Ça, c'est à faire dans le jeu. Côté vidéo, on va par exemple se servir de ça pour initialiser tout le hardware et puis envoyer des lignes vers le DMA VGA qui lui-même va envoyer ligne par ligne ces éléments pour la sortie. Vu qu'on génère ligne par ligne et qu'on envoie ligne par ligne, on n'a pas besoin de stocker dans la mémoire toute l'image. De toute façon, il n'y a pas la place. Pour l'audio, c'est pareil. On envoie un buffer de quelques millisecondes et puis on est réveillé ensuite pour aller remplir le prochain buffer. C'est comme ça que ça marche aussi sur PC souvent. Pour les cartes SD, USB, il y a toute l'interface. Il y a le parseur HID qui permet de reconnaître quel est le device et puis qu'il interface le gamepad, le keyboard, je vous mets en haut, et même une souris. On peut reconnaître ces différents éléments-là et puis les exposer avec une API simple. L'API, la voilà. Elle est relativement simple. Vous avez 3 fonctions à fournir. Le premier, c'est BigBox.main, qui va être votre main, ce sur quoi vous allez booter au bout d'un moment. Donc la board, quand elle démarre, le signal de reset appelle tout ce qui va bien si vous l'avez linké à l'intérieur de votre jeu, donc ça appelle les librairies, puis ça va appeler BitBox.main, et là-dedans, vous faites ce que vous voulez. Ça tourne, ça démarre. Et puis on a GraphLine. GraphLine, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire dans le buffer de la prochaine ligne quand vous êtes appelé. Donc là-dessus, il va falloir remplir un buffer qui s'appelle drawBuffer, dans lequel chacun des pixels de la prochaine ligne sont écrits. Et c'est à vous de fournir GraphLine. Vous allez remplir ce drawBuffer, par exemple, avec une couleur bleue, et la prochaine ligne à afficher sera couleur bleue, et après on vous rappelle, pendant que la couleur bleue est en train d'être affichée, pour la ligne d'après. Le système garde 2 lignes en mémoire, et on va dérouler au fur et à mesure l'image, et donc c'est à vous de générer l'image au fur et à mesure qu'elle se déroule à l'écran. Et puis on a un peu pareil pour le sound buffer, où il va falloir remplir un buffer de son. Remplis-moi les prochaines millisecondes de son, à chacun de faire son mixeur ou son programme. L'API fournit simplement où on en est de l'écran, VGA line, donc c'est un entier, si on le lit, on sait où on en est pour générer ces pratiques. VGA frame, quelle est la frame à laquelle on est, donc ça c'est plutôt utile dans la partie principale du jeu. Si on veut faire des animations, on attend la prochaine frame, donc on lit et puis on lit en boucle, et puis quand ça a changé, c'est bon, on peut passer au suivant. Il y a une petite fonction utilitaire qui s'appelle Wait VSync, qui simplement tourne en boucle et puis attend la prochaine frame, c'est tout ce que ça fait. Et puis quelques autres fonctions, set LED 1.0 pour allumer la LED ou pas, button state et gamepad buttons, qui sont 2 mots en mémoire, qui contient un bit par bouton appuyé du gamepad s'il est branché. On peut brancher 2 gamepads. Et ça détecte si on appuie sur A, B, X, Y au moment où on lit cet entier. Voilà l'API à partir de laquelle on va pouvoir commencer à construire des jeux. Donc là, on commence à monter un peu en haut niveau, mais évidemment, on peut tout scratcher, tout enlever et refaire tout soi-même, c'est l'idée. Alors du coup, une fois qu'on a ça, pour programmer des jeux, c'est sympa, mais il faut programmer le jeu, compiler, flasher la console, ou bien mettre ça sur une carte SD, il y a un bootloader. C'est un peu lourd à chaque fois s'il faut juste changer la position d'un personnage, tester quelques trucs, etc. Donc du coup, il y a un émulateur. C'est pas vraiment un émulateur en fait, c'est juste une réimplémentation de cette interface avec un SDL, ce qui fait qu'on peut compiler et tourner sur un PC avec la même interface. Donc tout ce qui tournera sur la Bitbox, à partir du moment où ça parle à cette API-là, ça peut être réutilisé et tourné sur un PC, ce qui est très pratique pour faire le développement. Évidemment, tout ce qui tourne sur la console tourne sur un PC. L'inverse n'est pas forcément vrai. Vous avez un PC à 4 cœurs de 4 GHz. Faire attention un peu à ne pas prendre trop de puissance. Mais déjà quelqu'un qui avait fait un jeu uniquement avec l'émulateur, qui me l'a envoyé, j'ai recompilé, ça tourne sur la console. Et après, il s'est fait une console, et puis voilà. Donc ça a marché du premier coup, dans l'autre sens aussi, à partir du moment où on ne fait pas des trucs trop compliqués. Alors on a vu qu'on avait 2 lignes en mémoire à l'écran.
Pourquoi? Parce que si on prend 640 par 480 et 16 bits, ça fait 614K, ça fait 3 fois plus que la mémoire. Donc on n'a pas de quoi stocker une image en mémoire. Une frame, l'image qu'on est en train d'afficher à un moment donné en mémoire, on n'est pas capable de l'afficher, on n'est pas capable de s'en souvenir. Donc, en fait, on a besoin de décompresser notre représentation à un moment du jeu, à la volée. Et ce qu'on va faire en général, c'est que, alors il faut être rapide, évidemment il ne s'agit pas de compresser l'image qu'on va afficher avec un zip, etc., ça c'est hors de question, mais par contre on peut, par exemple si on veut stocker une ligne toute bleue, ben, on peut dire par exemple quelque part dans le programme principal, la première ligne elle est toute bleue, donc ça se fait juste une couleur, et puis ensuite dans le graph line, le truc qui va décompresser les lignes à la volée, ben, il sait que s'il voit ligne bleue, et ben, lui il va écrire une ligne de bleu. Donc du coup, on va essayer dans GraphLine de décompresser à la volée l'état du jeu qui va être mis à jour en parallèle par notre boucle principale. Donc, la boucle principale tourne et elle est interrompue très régulièrement, et on ne lui laisse pas beaucoup de temps, par la ligne qui va, par le callback qui va générer les lignes au fur et à mesure. Il faut être rapide. Alors, ça c'est bien, mais ce décompresseur-là, ça va être souvent les mêmes. Alors il y a différents usages, mais en grosso modo, ça va devenir des moteurs de jeu. Moteurs de jeu qui sont, pour le coup, qui tournent dans la console et qui vont tourner au-dessus de bitbox.h, donc du coup, qui vont être émulables derrière, qu'on va reprendre tel quel sur PC. On a différents usages en fonction des jeux, différentes solutions. Donc, par exemple, on va avoir un mode texte. Un mode texte, du coup, on ne va pas stocker toute l'image avec tous les pixels, on va simplement stocker les lettres qu'on va vouloir afficher à l'écran. Et le décompresseur, il va voir que sa première ligne, je vais avoir un A puis un B, donc je vais écrire la première ligne d'un caractère A, puis la première ligne d'un caractère B, et ensuite deuxième, troisième, quatrième, puis après je passerai à la deuxième ligne. Du coup, en mémoire, je n'ai plus à stocker que 80 par 25, par exemple, caractères, les lettres elles-mêmes. La génération de pixels se fait à la volée. Donc ça va. On peut mettre aussi des pixels, même si on ne peut pas mettre tous les pixels, on peut les représenter plus simplement en mettant moins de couleurs, donc en les stockant sur moins de bits, ou en mettant moins et en dupliquant ces pixels, donc ça fait des gros pixels à l'écran, même si on a la possibilité d'en faire des plus petits, on les décompresse et du coup on a un frame buffer, par exemple de 64K, qui peut permettre de stocker une résolution de 800-600 ou de 320 par 200 en 8 bits par pixel. Donc du coup on a un espace mémoire dans lequel on va pouvoir écrire dans le thread principal, et puis ensuite, la boucle graphique se charge de les décompresser et d'envoyer à la volée, à l'écran, tout ce qu'il faut. On peut aussi faire un moteur 2D, comme les puces qu'il y a dans toutes les vieilles consoles, je vais revenir dessus, qui va pouvoir décompresser l'état d'un jeu à l'écran. On pourrait aussi faire un moteur 3D ou de la vidéo, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué. Et puis, on peut en refaire un particulier pour le jeu ou en prendre un existant puis le rebidouiller pour le modifier sur le jeu. Il y a aussi des moteurs de son qui vont mixer du son, qui peuvent partir de samples, par exemple, qui vont lire des samples et les mixer en mémoire et puis générer les buffers. Du coup, on n'a plus qu'à transmettre quel est le numéro du sample et puis quelle est la hauteur de son. Et puis, on peut linker, donc il en existe déjà, un petit sampler pour permettre déjà de faire de la musique, des effets sonores, etc. Voire un player de mode. Alors, il y a un player de mode. Un point mode, c'est un vieux format de fichier, mais l'avantage, c'est qu'il y a des outils pour les fabriquer. Qui sont grosso modo une représentation simple de samples en fonction du temps, avec plusieurs pistes en parallèle, et sur lesquelles on va pouvoir, il y en a plein qui existent sur Internet, des samples, donc du coup on va pouvoir jouer des musiques et faire des sons. Et puis on peut aussi, au lieu d'avoir des sons qu'on prend et qu'on pousse dans la mémoire, les synthétiser à la volée. L'avantage c'est que ça ne prend aucune mémoire de faire ça. Ça prend un peu de CPU, mais bon, pour du son, c'est quand même beaucoup plus lent que de la vidéo. Donc si on sait synthétiser de la vidéo, on sait synthétiser du son. Et du coup, on a mis un petit tracker avec des synthétiseurs qui permettent de faire des vieux sons de 8 bits, comme une puce 8 bits, simplement émulée en software. Donc l'avantage, c'est que ça ne prend pas de place en mémoire pour le stocker. Donc du coup, on se retrouve un peu avec ça, avec votre jeu qui peut utiliser ou pas certains moteurs différents, qui se repose en dessous sur les parties drivers qui se reposent sur le hardware. Toute la partie verte et marron elle-même est émulée avec sur PC avec SDL. Tout ce qui est violet et bleu, là pour le coup, c'est le même code qui est transposable et émulable directement. Donc maintenant c'est bon, on a à peu près tout ce qu'il nous faut pour pouvoir faire des jeux. On va regarder comment on fait un certain nombre de choses. Alors comment on fait un premier programme qui est écrit dans un frame buffer? On link la librairie qui permet de générer à la volée les pixels dans un frame buffer. Donc je prends de la mémoire dans laquelle j'ai des pixels. Et là, par exemple, j'ai un bitbox main. Le GraphLine, le truc qui génère les lignes, lui, il est géré par le moteur graphique.
Voilà l'intégralité du code qu'il va falloir compiler. Tant que 1, je boucle infiniment, je n'ai pas de gestion de mémoire à faire, rien du tout. Si ma frame est égale à 180 modulo, eh ben même 7, donc je remplis de 0 mon frame buffer, on dit j'efface l'écran. Et puis ensuite, j'écris sinon à chaque fois, à chaque frame, j'écris une ligne au hasard. Donc il y a une petite fonction qui permet d'écrire une ligne. Donc là, ça va écrire des pixels dans de la mémoire. Et puis après, qu'est-ce que je fais? J'attends la prochaine frame, donc wait vsync. Je peux aussi faire un while 1 if précédente est toujours la même et que ça n'a pas changé. Et je boucle. C'est juste ça que ça fait wait vsync. Donc voilà le premier programme le plus simple qu'on puisse faire. On compile ça avec un make. Il y a des makes préfabriqués. Du coup, c'est relativement simple d'arriver à faire un programme pour ce type de console. Un jeu simple, mais néanmoins de qualité, où on fait soi-même son moteur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Le moteur, il contient 4 choses. Donc c'est un Flappy Bird. Il y a un sprite, 2 colonnes avec des trous dedans. Il faut faire rebondir le petit sprite pour que ça passe dans les trous des colonnes. Le drawline, graphiquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ne considérer que 3 éléments, la position des colonnes en X et en Y, les 2 colonnes sont liées, et puis la position en Y du sprite. À partir de ça, qu'est-ce qu'on fait? Pour une ligne donnée, on remplit le buffer avec un fond d'une certaine couleur en fonction de la hauteur du gradient. On affiche la colonne. Afficher la colonne, qu'est-ce que c'est? On teste si on est dans le trou ou si on est au-dessus ou en dessous du trou. Si on est en dessus ou en dessous du trou, on remplit avec des pixels de la couleur de la colonne. Sinon, on ne remplit pas. Donc, ligne par ligne, c'est ça qu'on fait. Et puis, pour le sprite, il y a un sprite là, à ce niveau-là. Si je suis en dessus ou en dessous du sprite, en fonction de ma hauteur, je ne fais rien. Si je suis dedans, je copie les octets du sprite sur ma ligne. Et voilà. Et donc, là, le moteur graphique a besoin de 3 informations pour générer ces pixels. Et le voilà, il est là. Donc c'est écrit en C. Et puis le jeu lui-même, on a toujours un BigBox main avec un while 1, un truc qui tourne en boucle. Je détecte que le bouton vient d'être pressé, donc je me souviens de l'étape précédent, puis je regarde si avant c'était pas appuyé, puis maintenant c'est appuyé. Et puis si j'appuie, je mets une vitesse Y importante, je bouge mon Y en fonction de la vitesse, et puis je fais bouger les colonnes vers la gauche, puis s'il y en a une qui est à gauche, je vais à droite, et je détecte que le sprite, la position du sprite en hauteur rentre bien dans un trou. S'il n'est pas dans un trou, je reset le score, par exemple. Voilà un jeu simple qui est fait en quelques lignes, il est à peine simplifié celui-là, qui tourne sur la console et qui affiche ce que vous avez là. Alors c'est bien, mais si on veut faire des jeux un peu plus compliqués, on va prendre un moteur qui existe, qui utilise des tiles et des sprites. Les tiles, c'est une mosaïque de quelques petits éléments à l'écran. Par exemple, pour Mario, on a à gauche les différents tiles qui vont être utilisés, composés pour faire un fond et un niveau à droite. En fait, à droite, on garde en mémoire ce qui est à gauche, ça reste en ROM. Ce qui est à droite, c'est simplement, en haut à gauche, on a du ciel bleu, et on va avoir simplement le numéro du tile. Alors c'est deuxième ligne, je sais pas, ça va être 18. On va juste stocker 18, qui est la couleur du tile, le petit carré bleu. Et puis, pour avoir un fond avec un petit nuage, je regarde quels sont les carrés qui composent le petit nuage, et je ne garde en mémoire que le numéro de chacun des sprites, des tiles, ce qui est beaucoup plus petit. Et puis ensuite, je vais positionner des sprites qui sont pareils en mémoire et que je vais positionner à différents endroits qui, eux, peuvent bouger librement. Et je vais communiquer avec eux, un peu comme avant, on communiquait entre la position Y, etc. Là, pour chaque sprite, je vais lui dire combien de sprites j'ai, où est la donnée du sprite dans la flash, quel est le tileset, donc où se trouve dans la mémoire les petits carrés, et puis de quoi se compose ma scène. Donc là, je peux commencer à faire des jeux. Donc le moteur lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il va rendre, en fonction d'un certain nombre d'objets, comme on a vu tout à l'heure, on commence par ce qui est le plus bas, en Z, et puis on va trier les objets qui sont fournis par le jeu lui-même, et puis on les affiche dans l'ordre. Voilà. Et puis c'est bien parce que comme tous les jeux à peu près sur console 2D étaient faits de cette façon-là, il y a des éditeurs, il y a des outils. Donc il suffit d'avoir un exporteur et après on peut commencer à générer des backgrounds, etc. avec des outils sympas. Celui-là qui est trouvable sur Internet, c'est un outil open source qui permet de générer des niveaux, etc. Donc là on va pouvoir commencer à faire des graphiques un peu plus sympas. Et donc on a fait un certain nombre de jeux qui utilisent ce moteur-là
et qui peut être... donc là, on a un exemple de Boulder Dash. On a un petit exemple avec des sprites, des petits bonhommes qui sautent, un autre avec un bonhomme qui saute sur des plateformes, etc. Donc diverses sortes de jeux, des ports de jeux NES, comment ça s'appelle ? Celui qui est à gauche, un Bomberman, le jeu avec des tuyaux. Enfin voilà, ça y est, avec ça, on va commencer à pouvoir faire plein de jeux. On peut faire aussi des utilitaires pour faire de la musique. Ça, ce sont des tiles qui sont à l'écran, qu'on allume et qu'on éteint pour faire des boom boom. Et puis on génère ces boom boom à partir du moteur de son, c'est assez simple. Et donc on peut commencer à faire des petites boîtes à rythme. Un exemple de jeu de stratégie qui est en cours, celui-là, il n'est pas fini. Donc on reconnaît les tiles, les sprites. Là, c'est bon. On peut commencer à faire des jeux un peu sympas qui ressemblent à peu près graphiquement à ce qu'on va voir sur des consoles rétro. Alors ça y est, c'est bon, on peut faire des jeux. Maintenant, on peut faire d'autres trucs éventuellement. Par exemple, ça serait sympa si on pouvait implémenter un émulateur dans la console, pour d'autres consoles. Finalement, une console, c'est un CPU, un engine de tiles et de sprites, qui est fait dans la console en hardware, de la RAM et des cartouches. Ça tombe bien, on a à peu près tout ce qu'il faut. Le CPU, on va l'émuler avec notre CPU, parce qu'on a des mégahertz. Donc on va lire le programme et l'émuler. Le GPU, on ne va pas émuler le GPU, on va le réimplémenter. On a implémenté un moteur de tile et de sprite, comme je vous ai montré tout à l'heure. Là, on va faire pareil, on va prendre la mémoire vidéo de la console que l'on va vouloir émuler, et on va, à partir de ces informations-là, générer, avec le GraphLine, avec un moteur, des informations à l'écran. On l'a déjà fait, mais là, on va simplement utiliser le formalisme qu'utilise la console pour dialoguer et récupérer dans sa mémoire et afficher à l'écran. On va intercepter toutes les écritures en RAM et en ROM pour charger depuis notre flash ou écrire dans un endroit, un buffer, qui est spécialisé pour la RAM. Pour une console, il n'y a pas besoin de beaucoup de RAM, donc c'est très bien, on n'en a pas beaucoup. Très bien, et donc il n'y a plus qu'à implémenter un Sprite Engine, et on a BitBoy, qui est un port de GNU Boy, sur lequel on refait complètement toute la partie graphique, pour la sortir sur... Et puis, qui porte toute l'émulation logicielle. Donc du coup, on peut faire... Alors, il faut enlever un maximum de fonctionnalités pour que ça arrive à rentrer sur la console, mais ça rentre. Du coup, on arrive à faire tourner Mario et Metroid sur la petite console. Alors, voilà, c'était sur une Game Boy qui était le plus petit émulateur. Une Game Boy, c'est à peu près complexe comme une NES, donc on pourrait faire un émulateur de NES. Voilà, des screenshots de jeux qui tournent. Alors en fait, ce truc-là ne tourne pas sur la console, ce truc-là tourne sur l'émulateur de la console. Donc il y a un émulateur qui tourne sur un émulateur qui tourne sur un PC. Mais ça marche. On peut le mettre dans une VM, histoire de rigoler un peu derrière. Mais... Bon alors c'est bien, on peut émuler des consoles. Maintenant, on peut aussi peut-être émuler un ordinateur. Finalement, émuler un vieil ordinateur, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une puce graphique moins puissante qui sait afficher du texte au lieu d'afficher des sprites. Un mode texte, on sait faire. Ou bien un mode graphique, ça c'est un mode frame buffer, on a déjà fait, donc on va l'adapter. Et puis, alors il n'y a pas de cartouche, donc du coup il faut plus de RAM, du coup il faut des ordinateurs un peu plus vieux ou pas aller trop puissants. Mais sinon on a à peu près tout ce qu'il faut. Du coup j'ai porté 2 émulateurs. Un émulateur de ZX Spectrum avec 128K, on arrive juste à rentrer dans les 192K de la console, plus la génération, plus la stack USB, plus la... Tu veux une bouteille d'eau ? Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on peut émuler ça. Et puis, on est en France, donc French Tech, un vieil ordinateur qui a un MO5. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'émulateurs et du coup, j'ai causé avec quelqu'un qui continue à faire des programmes dessus et qui m'a envoyé une démo qu'il avait faite, qui tourne il y a quelques années sur un de ces vieux ordinateurs qui date d'une trentaine d'années. Et du coup, on arrive à programmer en BASIC. Le BASIC tourne du coup dans un ordinateur émulé sur une console qui elle-même est émulée sur un PC. Ça marche. Très bien. Alors maintenant, ça serait bien de pouvoir faire un jeu vidéo, mais avec de la vraie vidéo qui tourne. Alors comment on fait de la vraie vidéo qui tourne ? Grosso modo, il faut arriver à représenter une image. De toute façon, on ne peut pas compresser de la vidéo d'une image sur l'autre. On ne se souvient même pas d'une seule image, donc on ne peut pas se souvenir de l'image précédente. Par contre, on va essayer de stocker, compresser une image et la décompresser au fil de l'eau avec le GraphLine, là, qui va générer les pixels. Très bien. Donc on ne peut pas faire de la compression interframe, comme on appelle. Donc du coup, il faut refaire un codec vidéo. Codec vidéo qu'on va prendre, il est simple. On prend une palette de 256 couleurs à l'écran, donc 8 bits pour représenter un pixel, et on va faire des petits carrés de 4 pixels par 4. Chaque petit carré, lui, on a le droit à 2 couleurs maximum sur ce petit carré. Du coup, un pixel de 4 par 4, on va avoir 2 références à des couleurs sur 8 bits, donc ça fait 16 bits, plus pour chaque pixel 1 ou 0 selon qu'on prend la couleur 1 ou 2 de ce petit carré,
donc ça fait 1 bit par pixel aussi, et on arrive à compresser à 2 bits par pixel une image. Sur une résolution de 740 par 360, ça fait 57 kg. Ça veut dire qu'on peut mettre 2 buffers compressés en RAM, qui sont décompressés à la volée. Par contre, il faut essayer d'optimiser un peu le décompresseur, parce que sinon ça ne rentre pas dans les 7 cycles qu'on a pour décompresser. Mais ça marche, on peut mettre 2 buffers, un qui est en train de se charger depuis la carte SD et un qui est en train de s'afficher à l'écran. Ça marche. Donc il y a un encodeur en Python qui est très lent, dont la qualité peut être améliorée, mais ça marche à peu près. Et on peut recompresser après derrière le buffer éventuellement pour gagner un peu en débit depuis la carte SD. Mais sinon, graphiquement, à l'écran, ça rend plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'on arrive à décompresser. Du coup, maintenant, si on veut faire un jeu avec ça, il nous faut un algorithme. On va faire un algorithme super simple. Pour chaque frame, on stocke. Si j'appuie sur un bouton, et quel est le bouton sur lequel je vais appuyer, tu vas à la frame numéro tant. Sinon, tu prends la frame suivante. Du coup, si je veux tester, si tu dois appuyer sur un bouton dans les 30 secondes, dans les 30 minutes, dans la demi-seconde par exemple, je code bouton up. Si j'appuie sur le bouton up pendant ces 0,3 secondes, tu vas à la frame du niveau suivant. Et puis la frame d'après, de toute façon, quel que soit le bouton, même si tu n'appuies sur aucun bouton surtout, tu vas à la frame qui représente la scène où le bonhomme est mort. Donc c'est bon. L'algorithme est super simple, mais si on encode ça proprement dans le logiciel, on peut. Et donc on peut gérer des appels de boutons ou sur le fait qu'on appuie sur aucun bouton. Et du coup, on peut coder Dragon Slayer. Donc Dragon Slayer, c'est un jeu qui était sorti en vidéo dans les années 80 sur un disque. Et il suffit d'encoder chaque frame, une par une, avec juste, si tu appuies sur tel bouton, tu vas à la frame, sinon tu passes à la suivante, et on a quelque chose. Du coup, un petit exporteur de Blender qui permet de caler quel est le bouton sur lequel on doit appuyer pendant tel ou tel truc, un script d'export, et c'est bon. On a Dragon Slayer qui tourne sur une beatbox. Bon. Alors, tout ça c'est bien, mais si je ne sais pas programmer, est-ce que je peux faire un jeu pour la beatbox? Il y a une possibilité, c'est d'arriver à coder un jeu sur une seule image. Alors là, c'était un petit programme d'exemple qui permettait de coder un jeu complet avec 4 niveaux, des sprites, des tiles, etc. Les bonhommes sur le niveau, quel type d'ennemis on a et que font les ennemis, sur une seule image de 256 par 256 en 256 couleurs, en fonction des pixels qu'on met. Même le son est représenté de façon graphique. Et du coup, il y a un loader, et du coup, il n'y a plus qu'à éditer le programme avec Paint, et ça fait un jeu. Voilà. Et puis, on peut récupérer un éditeur. Ça serait bien si on pouvait faire de la 3D. Alors la 3D, on fait un renderer super simple. On regarde dans le niveau où sont les différents blocs. Plus le bloc est loin, plus le mur est petit. Et donc, je vais simplement stocker pour mon renderer, colonne par colonne. On voit qu'il n'y a qu'un seul mur, colonne par colonne. Quelle est la hauteur du mur et quelle est sa couleur. Et après, j'envoie ça au renderer. Le renderer, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement, colonne par colonne, suivre où on en est, et puis afficher du plafond si on n'est pas encore rendu à la hauteur du mur, ensuite le mur, et puis après c'est symétrique, donc on affiche le sol. Et à partir de là, on peut faire un jeu de labyrinthe, ça n'a pas été très loin. Voilà. Alors, deux derniers petits concepts, deux derniers petits projets qui ont été faits autour de cette console. Au bout d'un moment, c'est bien cette console, mais elle est un peu trop puissante. Donc du coup, l'idée, c'était de faire une demi-beatbox. Du coup, on divise tout par deux. On prend toutes les specs, on divise tout par deux. La fréquence, la mémoire, la résolution écran. On avait du son stéréo, on fait du mono. On avait 2 prises USB, on n'en prend plus qu'une. On avait un slot micro SD, divisé par 2, ça fait 0. La taille, le nombre de composants, la complexité et le coût, on divise tout par deux. Et du coup, on arrive à la beatbox micro. Qui est là. Pareil, je veux bien la récupérer à la fin, mais c'est bon. Voilà, donc c'est une puce qui est moitié moins puissante, mais qui arrive quand même à faire tourner certains jeux. Et il y a une couche d'émulation, évidemment, pour que la console, les jeux qui sortent sur la micro puissent tourner sur l'autre. La grosse peut émuler la petite. Voilà, puis bon, au bout d'un moment, à force d'en parler, il y a d'autres personnes qui ont commencé à rejoindre le projet, à écrire des jeux. Les jeux que j'ai montrés, je ne les ai pas tous faits moi-même. Donc du coup, il y a eu quelques projets qui ont été faits par la communauté. Je vous ai déjà montré les jeux. Il y a eu 2 projets hardware qui ont été faits par la communauté. Un laptop, vous voyez. Voilà, qui est sympa parce que du coup, on peut aller jouer en
distant. Et puis, il y a quelqu'un qui a bidouillé le noyau, parce qu'à partir du moment où on génère tout en software, l'avantage, c'est qu'on peut tout faire soi-même, il y a juste des fils qui sortent. Donc, du coup, il a fait une sortie vidéo pour la Péritel. Alors, c'est une sorte, la Péritel, c'est un truc européen que l'on a, que les Américains n'ont pas, mais qui permet de faire de la sortie RGB. Donc, du coup, on a rouge, jaune, rouge, vert, bleu, et du coup, on peut moduler les différents éléments du signal vidéo, et du coup générer un signal pour une télé qui n'a même pas d'entrée VGA parce que c'est un peu trop moderne. Voilà. Donc voilà quelques différents projets sur cette petite console. Bon, en conclusion, c'était marrant de faire ces différents petits projets, une console de A à Z. Il y en a à peu près 50, on va dire à peu près maintenant, un peu dans le monde, personnes qui se l'ont fabriqué ou à qui je l'ai envoyé. Il y a plusieurs contributeurs, une mailing list. Bon, il n'y a pas énormément de contributeurs réguliers, mais ça va, ça vient selon le temps que chacun peut y consacrer. Les prochaines étapes, ça peut être plus de jeux, des nouvelles beatbox. Le problème, c'est que ce n'est pas compatible avec les anciennes, et, bon, mais peut-être une beatbox encore un peu moins puissante, ça pourrait être rigolo. Ou une micro beatbox 2 parce que celle-là elle a juste un ou deux petits soucis techniques, donc ça pourrait être sympa par exemple de rajouter une carte SD. C'est quand même sympa d'avoir une carte SD pour pouvoir streamer, pour avoir plus de jeux, des jeux que l'on, même si la mémoire elle-même a pas beaucoup si la console elle-même n'a pas beaucoup de mémoire, peut-être que sur la carte graphique on peut charger des choses à la volée pendant le jeu et du coup faire des jeux assez grands. Voilà. Et faire des jeux une fois de temps en temps. Donc c'est un projet qui a quelques années, mais qui va continuer doucement à son petit rythme. Voilà, je vous ai mis quelques liens si ça vous intéresse. Il y a du wiki qui explique un peu ce que je vous ai montré là. Évidemment, tout le code et tous les schémas sont disponibles. Et vous pouvez le refaire chez vous si vous voulez. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si on a beaucoup de temps pour des questions, peut-être quelques-unes. Oui, moi j'ai une petite question. Pour le chargement des jeux qui sont sur la SD, du coup, tu les écris en ROM, tu flashes la ROM à chaque fois, c'est ça? Alors en fait, il y a sur la puce, enfin dans la flash elle est divisée en deux parties. Il y a une petite partie qui ne fait qu'un seul truc. Quand on appuie sur le bouton au démarrage, on lance le code qui est sur cette petite partie-là, qui est vraiment le firmware minimum, qui va charger depuis la flash un programme dans la RAM et qui exécute dans la RAM ce programme-là. Et ce programme-là va pouvoir flasher la ROM et présenter à l'écran un certain nombre de choses. Parce qu'évidemment, on ne peut pas exécuter le programme depuis la flash et écrire dans la flash. Ça ne marche pas. Ça bloque la console. Donc du coup, voilà, il y a un bootloader. Donc soit on transfère depuis le PC et on écrit le jeu depuis le PC, c'est comme ça qu'on fait quand on développe, soit on met des images binaires dans la flash, dans la carte SD, la carte SD étant lue au boot, si on appuie sur le bouton, et qui contient lui-même le programme qui permet d'écrire et de charger des jeux avec une petite interface. Et on n'a pas de limite en nombre d'écritures sur ces... Excuse-moi, je n'ai pas entendu. On n'a pas de limite en nombre d'écritures sur ces chipsets, sur les ROM? On a une... Je ne sais plus combien sont au minimum garantis le microcontrôleur, mais je crois que c'est 15 000 ou 20 000 écritures. Je pense qu'on a le temps de jouer à pas mal de jeux. Je pense que si on le fait tous les jours pendant quelques années, on a pour une dizaine d'années, donc ça va sinon. C'est bon? On a scotché tout le monde. Bon. Ah. Oui. Alors, merci pour la présentation. Tout à l'heure, tu nous as parlé de contrôleurs. Qu'est-ce qui est compatible avec le boot driver que tu as fait dessus, des manettes de quel type? Alors en termes de manettes, les manettes sont souvent assez compatibles. Alors il faut les tester évidemment une par une parce que des fois il y a des petites, mais en général un gamepad USB. Un gamepad USB, donc il y a des contrôleurs, parce que le but c'était pas refaire un contrôleur parce que c'est compliqué de faire un contrôleur qui tienne bien dans la main, etc. Donc
Un gamepad USB standard marche bien. Les gamepads Xbox, j'en ai pas testé. Je sais que les PS4 sont propriétaires en fait. Ils utilisent un protocole propriétaire. Par contre, n'importe quel gamepad, bon, il faut le tester quand même parce qu'on ne sait jamais. Hein. On est toujours à la limite de la spec hein, en général, mais les gamepads USB, PC marchent bien. Ok. Je vous remercie.